des nombreux problèmes qui se posent ici. Il vivait comme tout le monde, nous avions toujours voulu vivre comme partout. Gendarmes et magistrats vont alors tout mettre en œuvre pour retrouver les assassins. Non, nous ne le tolérerons. Les assassins seront punis. Quand les 15 000 personnes sont arrivées devant la préfecture, ce fut aussi un moment très fort. Nous sommes au lendemain d'un acte abject, inqualifiable. Coupable, au lendemain de l'assassinat du préfet Erignac, la presse nationale se déchaîne et creuse le fossé entre la France et notre île. Criminalisation totale de tous les insulaires. Nous étions tous bandits, tous auteurs. On sortait de ce qu'on appelait les années de plomb, d'une guerre fratricide. Il y a 1 heure environ, l'assassinat du préfet Claude Erignac a été revendiqué dans un communiqué. En bas de page est inscrit un numéro de série, celui de l'arme utilisée pour tuer le préfet. Ils sont allés trop loin. C'est l'État républicain qu'on attaque au cœur quand on assassine un préfet. Donc il y a quand même un peu une logique de fou. Les gens qui ont été dans cette démarche qui a abouti à l'assassinat du préfet Erignac, on pensait sincèrement qu'ils allaient remettre le mouvement nationaliste à flot. Ajaccio, le 6 février 1998. Une date gravée dans la mémoire collective. Nous interrompons cette émission car nous venons de l'apprendre. Le préfet de région, Claude Erignac, a été assassiné il y a probablement 1 heure ou 2. Un assassinat qui frappe jusqu'au plus haut sommet de l'État. Paroxysme d'une histoire politique tumultueuse. Ce sont les assassins d'un homme, mais aussi les ennemis de la République. Ce soir-là, Claude Erignac a rendez-vous avec Beethoven. 20h30, le préfet quitte la préfecture. Il se rend à un concert de l'orchestre symphonique d'Avignon. Un homme le guette. Devant le théâtre Callisté, le préfet dépose son épouse. Il se gare et remonte la rue à pied. 3 hommes l'attendent. 5 coups de feu retentissent. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas vrai. C'est un pays de sauvages. C'est pas possible. Le symbole était double pour ceux qui connaissaient pour tout le corps préfectoral, tout l'appareil d'État, tous les fonctionnaires qui voyaient un de leurs meilleurs éléments, un des plus beaux hauts fonctionnaires qui puissent être assassinés comme ça. Ça a été un choc d'une violence inouïe. Oui. Un hommage unanime est rendu au préfet assassiné. Nous vous demandons pardon pour la veulerie de nos élus, la morgue criminelle de nos compatriotes, et hélas aussi pour l'inacceptable faiblesse de nos gouvernements. C'est triste et c'est dégradant. Il n'avait pas d'appréhension, non. Pourquoi en aurait-il eu? Je ne sais pas. 40 000 personnes défilent à Bastia et Ajaccio. Un seul mot d'ordre, basta. Ils n'ont pas réussi, puisque d'une certaine façon ils sont allés trop loin, que même les diverses structures clandestines vont dénoncer ce qu'ils vont appeler une dérive brigadiste. Je pense que ça a très fortement participé à, en effet, l'éradication du nationalisme clandestin et du nationalisme armé. Ça a délégitimé assez fortement l'usage de la violence politique. Le commissaire Dragac est un des premiers sur les lieux. L'enquête démarre avec l'arme du crime, un pistolet Beretta posé en contrebas de la victime. L'arme qui avait été utilisée était sur place et identifiée immédiatement comme l'arme venant du vol de l'action commando à Pietrozile, commise la nuit du 5 au 6 septembre 1997. L'État tape du poing sur la table. L'arrestation des assassins du préfet devient une cause sacrée. Tous les moyens sont aujourd'hui mobilisés pour faire en sorte que les auteurs de ce crime
ceux qui l'ont commis et ceux qui en sont responsables soient clairement identifiés. Des renforts ont été acheminés. Je suis venu avec le directeur central de la police judiciaire. Monsieur Chevènement, il m'a dit, Dragač, est-ce que l'affaire va sortir? Et moi, je lui ai dit, monsieur le ministre, l'affaire va sortir, il faut être patient. Mais il me dit parole de républicain, je dis parole de républicain, l'affaire va sortir, mais il faut nous laisser travailler normalement. Et pourtant, les services de police ne travailleront jamais sereinement. Ils vont très vite se tirer dans les pattes. Dépêché à Ajaccio, la division nationale antiterroriste et son bouillonnant patron, Roger Marion, part au quart de tour, sur la piste de Marcel Lorenzoni, un éleveur de Bastelica. 350 arrestations, 650 auditions. C'est la fameuse piste agricole. C'est dans ces milieux que vous savez qualifier d'agricoles et de pistes agricoles qu'on trouve les suspects. Roger Marion s'entête, mais cette piste ne mènera nulle part. Dès le soir du crime, le SRPJ d'Ajaccio et les renseignements généraux avaient pourtant orienté les enquêteurs vers des nationalistes dissidents. Je fais un rapport de synthèse où je conclus que cette affaire est l'œuvre d'une dissidence du FNC Canal historique et que ces affaires, j'insiste beaucoup là-dessus, sont liées aux unes aux autres, déjà en charge au cabinet de M. Thiel. C'est important, ça. Le commissaire sera dessaisi de l'enquête, mais il tient déjà une piste. Les auteurs sont peut-être ceux qui ont commis une série d'actions violentes, quelques mois avant l'assassinat du préfet. Attentat de la gendarmerie de Pietrozele, charge explosive contre les locaux de l'ENA à Strasbourg, Hôtel Majestic à Vichy et le rectorat de Nice. Tous revendiqués par un même groupe. C'est une revendication sensible, ce qui vaudra au groupe le nom des anonymes, parce qu'il n'y a pas de cible, qui revendique les deux faits. Ensuite, on est dans la nuit du 11 novembre où il y a la revendication de l'attentat de Vichy. La tension est à son comble. 17 jours avant l'assassinat du préfet, un communiqué d'un mystérieux groupe Sampiero condamne par avance toute action qui pourrait être menée contre certains fonctionnaires de l'État colonial. Au vu de nos analyses au sein de l'ANC, on savait que quelque chose se préparait. Et même là, on se demandait pourquoi, effectivement, les services de répression qui étaient si présents à l'époque n'avaient pas été capables de voir venir les choses, parce que ça faisait plusieurs mois que la tension était à son comble, et parce qu'il y avait une petite période d'accalmie, les communications des autorités semblaient dire que tout était réglé. Et nous savions que, au contraire, que c'était le feu qui couvait sous la braise, qu'il allait se passer quelque chose, qu'il y avait un certain nombre d'indices qui montraient que quelque chose allait se passer. 2 armes volées, des communiqués alarmants, le préfet n'est toujours pas protégé. C'est en analysant le programme culturel d'Ajaccio que le commando détermine où et quand agir. 3 jours après les faits, l'assassinat est revendiqué. Il y a 1 heure environ, l'assassinat du préfet Claude Érignac a été revendiqué dans un communiqué signé mais non authentifié. Et cette revendication est à prendre très au sérieux aujourd'hui. Le texte a été envoyé à une dizaine de militants nationalistes en retrait de toute structure. Pourquoi s'être attaqué au préfet? Les auteurs expliquent que l'État français porte notamment la responsabilité historique d'avoir assassiné d'autres nationalistes. La mouvance nationaliste était pure au début, elle a été pervertie. Elle a été pervertie par qui? Par l'État colonial, bien sûr, c'est tellement simple, à tel point que l'État colonial est responsable de tout, de la saga sanglante, c'est-à-dire de la guerre fratricide entre les habituels et les historiques. Je crois qu'il ne faut pas exagérer. Mais la conviction, là, il l'avait particulièrement ancrée, en disant au début c'était pur, c'était beau, et puis en définitive, maintenant, ça a dégénéré. Donc il va falloir frapper un grand coup. Il faut se replonger dans le contexte de l'époque. Et dans le contexte de l'époque, malheureusement, encore une fois, des morts, il y en avait eu. Certains avaient décelé une responsabilité de l'État dans ce qui s'était passé, dans les atermoiements de l'État, dans les arrangements qu'il avait pu faire avec les uns ou avec les autres, voire
dans les provocations qu'il avait pu faire entre les uns avec les autres. Alors je ne sais pas l'État en lui-même, c'est pas bien évidemment, mais c'est certains de ses représentants, en tout cas à l'époque, il y avait eu des choses un peu particulières, et à partir de là, effectivement, ce groupe a estimé qu'il fallait agir. Dans les années 90, le nationalisme vit les heures les plus sombres de son histoire. Le FLNC est divisé. Les assassinats entre militants se succèdent, dérives affairistes, négociations souterraines avec l'État. En 1993, le FLNC revendique le meurtre d'un de ses militants. Un traumatisme qui va entraîner le mouvement vers les abîmes. Ma troisième a touché un ancien militant de notre structure qui s'en était exclu de lui-même en février 1990. Derrière cette cagoule, selon plusieurs sources, c'est un certain Alain Ferrandi qui parle au nom de l'organisation. Cet homme, c'est Alain Ferrandi. Peu de gens le savent. C'est lui qui prend la parole. C'est lui qui revendique 3 assassinats, 2 truands et Robert Sozy. Il le fait parce qu'il est contraint de le faire. Il est contraint par la structure justement pyramidale du FLNC Canal Historique de le faire parce que ses chefs commencent à sentir que le secteur de Cargès-Vico commence un petit peu à critiquer, à s'éloigner de la lutte, à ne plus vraiment obéir aux ordres, etc. Et d'une certaine façon, se couper de ces structures clandestines, c'était aussi racheter cet acte un peu honteux qu'a été l'assassinat de Sozy et qui a donné lieu au délitement du mouvement nationaliste, parce que le mouvement nationaliste, tout d'un coup, éclatait en morceaux et montrait d'une certaine façon sa face sombre, c'est-à-dire la phase d'assassinat entre frères, quoi. Un petit groupe de la région de Cargès va s'éloigner petit à petit du FLNC Canal Historique et progresser vers une spirale irréversible. Après la conférence de presse de Tralonc, préparée de concert avec le ministre de l'Intérieur de l'époque, le secteur de Cargès quitte officiellement le FLNC. Nous avons été amenés à décréter unilatéralement un cessez-le-feu en dépit de l'absence du moindre signe réel d'apaisement. Et là, on va avoir un groupe qui est plutôt basé sur la partie occidentale de l'île, autour de Sagone, autour de Cargès, qui est dirigé par Alain Ferrandi, qui est un ancien responsable du Front, qui fait partie de la structure dirigeante du Front, qui est un militant historique, qui est un militant extrêmement convaincu, et qui va réunir autour de lui un certain nombre d'acteurs qui sont très hostiles à ce jeu de la division, à ce jeu de la compromission avec des structures d'État, et qui vont avoir comme idée de taper un grand coup, et de taper d'une certaine façon un grand coup avec une portée symbolique extrêmement forte pour essayer de recomposer le nationalisme corse autour de leur action. Ce contexte de confusion extrême, Claude Érignac en avait pris la mesure. En février 1996, alors préfet des Yvelines, il apprend qu'il va être nommé en Corse. Dans une lettre connue après sa mort, il écrit « Le piège est quasi imparable pour un préfet. J'ai clairement conscience de partir vers une mission impossible, faite de contradictions éclatantes entre le discours public du gouvernement et les négociations plus ou moins secrètes, les intentions réelles des uns et des autres. » Moi, je viens dans ce département et dans cette région pour y être... En mission en Corse, Claude Érignac s'efforce de gérer au mieux possible la feuille de route voulue par le gouvernement. Un jour, je lui disais dans son bureau, il était minuit ou minuit et demi, et je lui disais expliquez-moi ce qui est au fond plus dur dans l'exercice de vos fonctions de préfet en Corse. Vous, le grand serviteur de l'État. Il m'avait répondu, il s'est tourné vers son bureau, et puis il m'avait dit, vous voyez, sur ce bureau, tous ces dossiers entassés, ils sont tous pourris. Et je me souviens de sa phrase, ils sont tous pourris. Il n'y en a pas un qui soit conforme aux règles, aux lois, aux réglementations de la République. Et il nous faut donc gérer des dossiers qu'on ne sait pas par quel bout commencer. Isolé, marginalisé,
le petit groupe de Cargèse a quasiment disparu des radars policiers. 5 mois après l'assassinat du préfet Erignac, les policiers des renseignements généraux obtiennent une information cruciale. Une personne ferait partie du commando. Un certain professeur d'histoire et géo de Bastia, Jean Castelat. Les surveillances permettent d'identifier un professeur de maths, Vincent Andréouz. Ces 2 hommes seront acquittés plus tard. Pris en filature, les 2 enseignants se rendent à Ajaccio dans un appartement où ils retrouvent Alain Ferrandi. Au travers de l'analyse des communiqués de revendication, au travers d'informations, nous avons tenté d'identifier les auteurs, qui sont en quelque sorte des complices intellectuels. Un personnage va s'inviter dans l'enquête. Nommé après Claude Erignac, Bernard Bonnet, homme au tempérament bien trempé, s'attelle lui aussi à la tâche. Il fait appel au service de la gendarmerie, nouveau concurrent de la PJ et de la DNAT. Le préfet s'appuie sur un informateur secret appelé Corté, un nationaliste reconverti dans la finance. Bernard Bonnet transmet une note au parquet général. On y retrouve 2 noms, Jean Castelat et Alain Ferrandi. Au début, le préfet Bonnet a sorti tout un tas de dossiers plus ou moins sulfureux, et plutôt plus que moins. Le calcul n'était pas complètement faux, mais il était complètement fou, ça c'est sûr. C'est la téléphonie qui va fournir la clé de l'enquête. Dès le soir du meurtre, le chef du SRPJ d'Ajaccio avait demandé aux opérateurs de conserver la trace de tous les appels qui ont précédé et suivi les heures de l'assassinat du préfet. On avait gelé toute la téléphonie des opérateurs et ensuite tous les numéros et les propriétaires ou les abonnés des numéros correspondants de tous les gens qui ont téléphoné à ce moment-là. Avant, pendant et après. 3600 appels environ. Il borne vers 20h16 à la préfecture, lorsque le préfet quitte son bureau, et au relais de la Punta, au-dessus de l'avenue Colonel Dornan, où le préfet est mort à 20h57. À l'aide d'un logiciel, les policiers retiennent 8 correspondants. Ils identifient 2 personnes, des militants nationalistes en rupture. Alain Ferrandi, gérant de l'agence Hertz, très engagé dans le syndicalisme agricole, Didier Maranelli, comptable de l'hôtel Le Grand Bleu. Les téléphones livrent 2 autres noms, Pierre Alessandri, distillateur d'huile essentielle à Cargèse, et Marcel Istria, veilleur de nuit chez Hertz. Le 21 mai 1999, les policiers de la DNAT embarquent de nuit. À 6h du matin, ils se rendent chez Alain Ferrandi. Avant chaque interpellation de personne, puisque c'était certaines interpellations de suspects, donc au travers de la téléphonie, on vérifiait par la géolocalisation quel était son positionnement dans le créneau horaire de l'assassinat commis. Et c'est comme ça qu'on en arrive par la suite, au bout de 12 ou 13 mois d'enquête, à resserrer, disons, les taux. Les 4 hommes sont transférés à Paris. Les gardes à vue commencent. Les suspects nient. Puis, poussés dans ces contradictions, l'un d'entre eux passe aux aveux. Il y a Maranelli qui dit, je reconnais, j'y étais, mais je ne veux pas donner les noms, alors X1, X2, X3, X4, X5, et puis après il y en a un deuxième qui finit par dire, moi j'y étais aussi, et puis après on comprend très bien qui est X5, qui est X2, qui est X3, qui est X4, mais le X1 il s'est sauvé entre-temps. 15 mois après la mort de Claude Erignac, la police pense avoir abouti. Elle connaît les commanditaires présumés, 2 enseignants de Haute-Corse, et ceux du commando. Alain Ferrandi, le chef. Pierre Alessandri, en appui des tireurs. Didier Maranelli, le guetteur. Marcel Istria et Martin Ottaviani, les chauffeurs. José Versigne, présent lors de réunions préparatoires. Tous militants nationalistes en rupture avec leur mouvement.
Donc il y a quand même un peu une logique de fou là-dedans. Il faut appeler un chat, en disant, bon, on a fait des actions, elles n'ont pas connu l'impact, elles n'ont pas entraîné la réaction qu'on espérait de l'État colonial, ce qui est quand même complètement paradoxal. Alors on va monter d'un cran, et quel cran on va monter? On va assassiner un homme, comme ça on sera sûr que d'autres ne sauteront pas sur l'opportunité, compte tenu de la gravité des faits, ne viendront pas le revendiquer à notre place. Les membres de ce groupe estimaient que ça faisait des années que, par le biais de l'État et du fait des agissements de l'État, le nationalisme ou une certaine partie du nationalisme commençait à se dévoyer. Il fallait absolument une réaction et il fallait repartir de la base et retrouver l'ennemi direct du mouvement national, qui n'était en aucun cas la faction rivale, mais qui devait être l'État. Le membre du commando a livré un 7e nom. Yvan Colonne, un berger de Cargèse présenté lui aussi comme un militant nationaliste radical. La deuxième vague d'arrestations est décidée, mais il est déjà trop tard. Le Monde a révélé les dernières arrestations. Le nom d'Yvan Colonne est mentionné lorsque les policiers arrivent à son domicile. Le berger a disparu. La veille, il s'est confié à la presse. Il faut des coupables à tout prix, et bien, on trouve des gens qui ont le profil. Alors peut-être qu'on a le profil des gens qui sont responsables de cette action, mais on n'y est pour rien. Après avoir parlé aux journalistes, Yvan Colonne a rejoint sa bergerie puis s'est volatilisé. Les policiers surveillent son entourage. Bouleversé, son père lui lance un appel. Je te demande de te mettre à la disposition de la justice. Je t'en prie, Yvan. Les recherches d'Yvan Colonne ne donnent rien. Sa photo est placardée dans tous les commissariats. Il devient l'homme le plus recherché de France. Ce qu'il dit aujourd'hui, c'est la même chose que ce qu'il a toujours dit, c'est-à-dire que il est parti effectivement dans la montagne, mais le fait de partir dans la montagne était quelque chose qui était totalement prévu, et quand les policiers sont venus le chercher, donc il n'était pas là, et c'est une personne qui est venue le voir pour le prévenir de ce que les policiers le recherchaient, que il était désigné comme étant l'assassin du préfet Erignac, que Jean-Pierre Chevènement avait annoncé qu'il allait avoir un mandat d'arrêt international qui était lancé contre lui, et c'est l'ensemble de ces éléments qui l'ont poussé à ne pas se rendre directement auprès des forces de police, mais à entrer dans cette cavale, puisqu'il a toujours eu l'impression, dès le début de cette affaire, qu'en réalité il n'aurait pas la possibilité d'être jugé sereinement. Des mois passent. Yvan Colonne aurait été vu en Amérique du Sud, en Sardaigne. Il reste introuvable. Je renouvelle mon appel. Je trouve anormal et choquant que tout le commando n'ait pas été arrêté. Premier signe de vie d'Yvan Colonne, une lettre postée du Val-de-Marne, adressée au journal Ouribombe. Le fugitif clame son innocence. 2 ans plus tard, le nouveau ministre de l'Intérieur Nicolas Sarkozy fait de son arrestation une priorité. L'arrestation de Colonna est pour nous une priorité. En juin 2003, le procès du commando se termine à Paris quand l'arrestation d'Yvan Colonne est annoncée. La police française vient d'arrêter Yvan Colonna, l'assassin du préfet. Une déclaration au mépris de la présomption d'innocence. Les policiers ont fini par localiser Yvan Colonne. Un informateur les a mis sur la piste d'une bergerie, perchée sur le Monte Barbatu, au-dessus du golfe de Propriano. Mi-juin, une trentaine de policiers du raid s'y sont installés en planque. Lui s'était aperçu d'un manège. Là sur les hauteurs. Il regardait avec les jumelles. Il y avait 2 ou 3 personnes qui regardaient avec des jumelles. Ça l'a intrigué. Il est venu me chercher à la maison,
par le petit sentier que je lui avais indiqué. Je suis monté et effectivement, à l'emplacement où il m'a montré, il n'y avait plus de traces de rien. C'est donc que ça paraissait suspect. Demain, vous allez vous promener, vous n'allez pas prendre le temps d'effacer vos traces, de souiller, ou voilà, vous comprenez. Le raid a dissimulé une caméra près de la barrière. Cheveux longs, torse nu, un homme apparaît. Le 3 juillet, il est sur le point de changer de cache. Les policiers interviennent. Il a été immédiatement interpellé. Il a tenté de prendre la fuite. Ensuite, il a été maîtrisé. On a eu confirmation, en le regardant de près, que c'était bien Ivan Colonna. D'ailleurs, peu de temps après, il reconnaissait qu'il s'appelait bien Ivan Colonna. Lui devait partir, je devais l'accompagner jusqu'au château d'eau. D'autres devaient le récupérer, d'autres personnes. Et quand il descend sur la route du bas, je devais le récupérer sur la route du bas, il a été empoigné par trois du raid qui l'ont mis dehors. Moi, ils m'ont braqué, mais j'ai fui avec la voiture. C'est ici qu'Ivan Colonna a passé la plus grande partie de sa cavale. Sous les chênes ou au coin du feu, dans cette petite pièce, se permettant quelquefois quelques promenades à la plage. Il faisait la traite et le fromage, je le broche avec moi, le bois. Pardon. Ah oui, il s'occupait. Hein. Il n'était jamais inactif. Jamais. Jamais. Sa cavale aura duré 4 ans. Arrêté, il est immédiatement conduit au commissariat d'Ajaccio, sous les cris d'amis et de militants venus le soutenir. Il est conduit à Paris dans l'avion de la présidence de la République. Après 3 procès, Ivan Colonna, qui a toujours nié les faits, sera condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Pour l'avoir accueilli chez lui, le berger du Monte Barbato, Frédéric Paoli, a été condamné à 10 mois de prison avec sursis. Jean Castelar et Vincent Andréuzzi, les commanditaires présumés, ont été acquittés pour l'assassinat du préfet et condamnés respectivement à 10 et 8 ans de prison pour des attentats. Didier Maranelli, qui donne le top départ, est condamné à 25 ans de réclusion. Martin Ottaviani, le chauffeur, et Marcel Istria à 20 ans. Pour avoir participé à des réunions préparatoires, José Versini est condamné à 15 ans de prison. Les principaux auteurs, Alain Ferrandi et Pierre Alessandri, ont été condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité. De leur prison, ils ont exprimé des regrets. Si on lit bien ce que disent Alain Ferrandi et Pierre Alessandri dans l'article que j'ai lu, ils disent eux-mêmes oui, qu'effectivement c'était peut-être une mauvaise façon de voir les choses. Il a pris conscience totalement et il l'a répété clairement, qu'au-delà du symbole, il y avait l'homme, au-delà de l'homme, la famille, le père de famille, le mari, et que de ce point de vue-là, bien évidemment, ça a été très difficile pour lui d'assumer l'acte, de ce point de vue-là, du point de vue humain, bien évidemment. 4 membres du commando ont été libérés. Ils ont retrouvé leur village et leur travail aujourd'hui. Ivan Colonna, Pierre Alessandri et Alain Ferrandi espèrent être rapprochés dans une prison corse pour finir leur peine.